Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Critique Multiverselle. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de ces films qui ont bercé mon année 2024, qui a été riche en contenu et en bons films. Pour dire, j'en ai au compteur une bonne soixantaine, et Dieu qu'il est difficile d'en faire un classement, tant ils sont difficiles à départager. C'est pour ça que je vais toucher un mot sur chaque film que je veux, et dire mon préféré à la fin. Voici donc ce que je considère comme les meilleurs films que j'ai vus cette année. Alors bien sûr vous ne serez pas d'accord, mais partagez votre top en commentaire, je le lirai avec plaisir. Allez, c'est parti. En premier lieu, je ne me vois pas ne pas citer La Zone d'intérêt de Jonathan Glazer. Film expérimental signé A24, qui est la meilleure expérience sonore que vous verrez cette année, donnant une vision des camps sans commune mesure. Mise en scène au cordeau, donnant lieu à des moments juste glaçants, à nous spectateurs qui savons tout, mais j'avoue avoir un peu de mal avec le rythme très posé du long métrage, qui n'en est pas moins très intéressant et à rattraper si vous ne l'avez pas vu, même si il n'est pas fait pour tout le monde. Ensuite, je voudrais parler de Monkey Man 2 et avec Dev Patel, revenge movie bien bourrin mais ultra bien fait, qui malgré un méchant ultra oubliable est un super moment, avec une belle photo lorgnant avec le thriller John Wickien, et le film de super-héros pur jus, porté par un acteur vraiment bon, et gagnant en épaisseur avec l'apport de la culture hindoue qui est ultra intéressant, et l'ensemble est sublimé par des scènes d'action jouissives et ultra bien chorégraphiées, et notre héros n'est pas un surhomme, il souffre, et c'est pour ça qu'on a plaisir à le suivre. J'aimerais ensuite parler des Chambres Rouges de Pascal Plante, film de procès ultra glaçant, qui nous place d'un point de vue ultra rare et peu abordé, à savoir celui des groupies du tueur en série qu'on juge, dans une affaire juste glaçante et dans un récit qui nous tient en haleine, porté par deux actrices ultra talentueuses, à savoir Juliette Gariepi et Laurie Babin, livrant parmi les meilleures perfs de l'année et offrant des scènes d'une puissance rare qui nous font nous enfoncer au fond de notre siège et qui abordent un aspect de notre société juste glaçant mais bien réel, et juste savoir ça fait froid dans le dos. Juste après, je parle de cinéma français avec Le Comte de Monte Cristo, d'Alexandre de la Patelière et Mathieu Delaporte, qui raconte l'histoire d'Edmond Dantès, piégé par une mystérieuse conspiration qui sera incarcéré des années, et qui après son évasion va se venger de ceux qui lui ont causé tort. C'est un super film français, avec de la belle reconstitution de décor et de bons acteurs qui donnent une vulgaire film de vengeance, pour jouer sur la tromperie et la manipulation pure avec des protagonistes très attachants, et des scènes tout vraiment marquantes, ainsi qu'un Pierre Ninet dans une de ses plus belles perfs. Pourtant, Dieu sait que des fois j'arrive pas à le supporter. Une réussite bien meilleure que le diptyque des Trois Mousquetaires l'année dernière. Ensuite, je voudrais passer chez les super-héros avec Deadpool et Wolverine, retour du MCU au cinéma, ainsi que de Deadpool et Wolverine, quittés il y a 8 ans, et qui voit le mercenaire à la grande bouche tenter de recruter Wolverine pour sauver son univers. Et c'est un vrai bon film qui, même s'il est ultra pauvre dans sa photographie, offre des élans dans sa mise en scène qui est vachement surprenant, et est porté par deux protagonistes qui ont une super dynamique à l'écran, et sont assez drôles, malgré le fait que des fois l'humour soit extrêmement bas de plafond. Et le fait que le film soit un hommage aux héros de la Fox des années 2000 est très sympa, et si c'est du fanservice pur jus, c'est ultra divertissant, même si Marvel se glorifie, alors que vraiment ils ont pas le beau rôle dans l'histoire, mais bon. La démarche est vraiment ultra cynique et mercantile, et bien sûr que Marvel a produit bien mieux ces dernières années, mais ce film me donne un élan d'espoir pour la suite. Est-ce un renouveau ou un dernier soubresaut d'agonie? Réponse en 2025. On passe après à la distinguée concurrence avec Joker Folia de Todd Phillips, qui voit le personnage d'Arthur Fleck interné en hosto psychiatrique à la veille de son procès, qui fait la rencontre du grand amour en la personne d'Harleen Quinzel. Et ce film ne mérite pas les mauvaises critiques qu'il s'est pris, car si le côté comédie musicale est un peu inutile, la dynamique entre Phoenix et Lady Gaga marche bien, même si celle-ci est moins exploitée que lui. Les 2h20 sont ultra bien rythmés, mieux même que le premier. La mise en scène et la photo sont belles, avec des scènes marquantes, et le plus intéressant c'est le promo de cette suite faite pour le pognon par Warner, qui s'en mord les doigts maintenant, qui critique les agissements d'Arthur Fleck, qui exploite à fond ce modèle de leader de lutte sociale dont il n'a jamais voulu, et dissociant Arthur du Joker avec brio, poussant ce modèle de figure politique tragique à une fin totalement logique. En somme, un bon film qui démarre bien le DCU de James Gunn et qui ne mérite aucunement le flop qu'il a fait. Je place également le film Civil War d'Alexei Garland, qui voit un groupe de journalistes évoluer dans une Amérique en pleine guerre civile,
Et Civil War est une nouvelle réussite du réalisateur, véritable critique des États-Unis, et qui présage sans doute un futur probable. J'ai beaucoup aimé l'équipe de journalistes, qui a une bonne dynamique avec de bons acteurs, et cela offre des scènes marquantes, surtout avec un Jesse Plemons qui joue super bien et qui est plein de tension. La mise en scène est belle, offrant des beaux plans avec des scènes ultra maîtrisées, ainsi qu'une critique également du journalisme et du fait d'apporter plus de considération à la prise de vue qu'allument en règle générale. Maîtrisé et plein de tension, Alex Garland livre un portrait glaçant d'un pays dystopique qui pourrait au jour d'aujourd'hui connaître pareille dissension au vu des actualités. Par la suite, un film récent, encore un film français décidément, Syntex de Pablo Aguero, avec Louis Garrel et Vincent Cassel, qui voit le jeune aviateur Saint-Exupéry qui part à la recherche de son meilleur ami Guillaumet, perdu dans la cordillère des Andes. Et c'est un très beau film avec des scènes en avion très bien faites, même si ça n'égale pas Top Gun Maverick, mais qui gagne des points pour moi, en plus d'un scénario très bien maîtrisé et rythmé à perfection, ainsi qu'un trio de personnages pourvu d'une bonne dynamique qui est très bien interprétée. La musique du film est assez belle, offrant des scènes marquantes et des références bien trouvées à l'œuvre du Petit Prince. Un très beau film dont j'aurais voulu qu'il retrace l'aventure de Syntex, même si ce qu'il nous livre est de très bonne facture. Par la suite, on passe dans le domaine du catch, film The Iron Claw de Sean Durkin, chez les catcheurs, retraçant l'incroyable histoire tragique de la famille Von Erich. C'est signé 24, et comme chaque fois, c'est un super film. Comme quasi chaque fois, en fait. Enfin, je me le répète, mais bon. On est accroché à ces persos avec un trio juste magnifique. Zac Efron, Holt McCallany et Jeremy Allen White sont ceux qui ressortent le plus, et livrent parmi les plus belles performances de leur carrière. La photographie est magnifique et Durkin a un plaisir à montrer à l'écran les dessous de ce sport chorégraphié et la musculature de ses acteurs au physique hors norme, mais contrebalance avec les déboires de cette famille, poussée à bout par un père tortionnaire et une fratrie qui disparaît au compte-gouttes au point qu'on se demande qui la mort prendra par la suite. Un des plus beaux films de l'année à rattraper d'urgence. Et on repasse par chez nous en notre belle France avec Gilles Lelouch et son amour ouf, qui ici il est beaucoup moins puissant que dans sa seconde partie, malgré 2 scènes ultra intenses et une superbe histoire d'amour, qui se met au crime organisé et à la prison, où les deux duos, à savoir Civil et Exarchopoulos et Frika Vanek, sont excellentissimes, même si je trouve que le second duo dépasse le premier, livrant une histoire d'amour touchante et des perfs à fleur de peau. Et mon coup de cœur, c'est Alain Chabat, ultra juste, qui livre une des meilleures perfs de sa carrière, étant le personnage qui m'a le plus touché du film. Lelouch nous livre également une des plus belles photographies de cette année, qui offre des plans juste sublimes. Du cinéma français ambitieux et surpuissant, chef-d'œuvresque dans sa partie 1, mais qui se perd dans sa seconde partie, avec une fin qui traîne trop en longueur. À découvrir si ça n'a pas été vu. Après le drame, passons à de l'horreur avec Hérétique chez A24, avec Hugh Grant qui raconte l'histoire de 2 jeunes sœurs mormones qui essaient de convertir Hugh Grant, mais celui-ci les enfermera dans sa maison et se révélera bien plus dangereux que prévu. Hérétique, c'est loin d'être un film d'horreur lambda. C'est pas un film d'horreur débile comme on en voit beaucoup chaque année. C'est avant tout un questionnement ultra intéressant et pertinent sur la religion en termes généraux, sur la croyance, sur le divin, avec un Hugh Grant qui sort des comédies pour être un des antagonistes les plus terrifiants que j'ai vu à l'écran cette année. C'est très rythmé, avec un intérêt qui se porte sur le lieu de ce huis clos ultra bien mis en scène, qui est une véritable prison. Nos 2 héroïnes sont assez attachantes, et l'idée du marionnettiste et de la maison en bois sont très bien trouvées. Et si sa plongée dans le fantastique m'a désarçonné, Hérétique n'en est pas moins le film d'horreur de l'année, une grande richesse aussi bien dans le fond que dans la forme. Je voudrais également revenir le dernier réalisateur Clint Eastwood, jury numéro 2, qui nous a offert un excellent film de procès à bientôt 91 ans, qui voit un homme dont la femme est enceinte être confronté comme juré à un procès pour un crime passionnel, mais où il découvre qui est l'auteur du dit crime et doit faire face à un dilemme, se rendre ou laisser un innocent payer à sa place. Et c'est un des meilleurs films que j'ai vu cette année. Dommage que Warner l'ait sacrifié au box-office d'ailleurs. Eastwood continue le portrait qu'il a fait de son pays en s'attaquant au fondement du système judiciaire et à son caractère arbitraire qui dépend de 12 personnes enfermées dans une pièce avec des acteurs juste excellents dans leur rôle et une intrigue rythmée à la perfection sublimée par une photo simple mais très travaillée avec de beaux plans. Ici c'est un débat moral qui se joue chez le spectateur où l'on se demande ce que l'on ferait si on était dans la situation du personnage principal. Et croyez-moi, et retourner la question dans ma tête post-visionnage, je n'ai pas encore pu y répondre. Love d'Edward Berger, thriller religieux avec Ralph Fiennes qui suit l'élection du nouveau pape après le décès du précédent et où l'acteur principal se voit être le médiateur de la dite élection.
Et c'est un thriller religieux hyper rythmé de 2 heures tout rond qui nous tient en haleine jusqu'au bout, porté par un super acteur, comme je l'ai dit, qu'on adore suivre, offrant un jeu des couleurs bien maîtrisées, offrant une certaine froideur également. Mais le point fort, c'est cette véritable critique de la religion, incorporant des thématiques ethniques ou religieuses, et montre que la papauté, si elle prétend servir les seigneurs, ne sert en réalité que ses propres intérêts. Le twist final est excellent, l'enquête est prenante, et c'est un film génial. On retourne une dernière fois au cinéma français avec le film En fanfare d'Emmanuel Courcol, avec Benjamin Laverne et Pierre Lotin, qui suit un chef d'orchestre qui est atteint d'une leucémie et qui, lors d'un don d'organes, découvre que sa sœur n'est pas sa sœur et qu'il a un frère dont il ignorait l'existence, et lui découvre un talent inné pour la musique. C'est un des plus beaux films de l'année, avec 2 comédiens offrant une superbe performance, étant ultra touchant, avec une bonne dynamique à l'écran dans un film qui change vraiment de braquet à mi-parcours, et manie le rire et les larmes avec une perfection rarement vue, alliant ça avec les domaines de la fratrie, de la lutte sociale, de l'amour, de la famille et bien d'autres. La musique est ultra bien utilisée et je vous promets que vous allez autant rire que vous allez. On passe ensuite au biopic avec le film The Apprentice d'Ali Abbasi, biopic sur Donald Trump ultra intéressant qui sera un moment charnière pour le pays. C'est un super film avec un acteur d'exception, à savoir Sebastian Stan, qui est juste excellent, avec une superbe carrière hors MCU et qui ici est impeccable, joue à la perfection à Donald Trump qu'on a plaisir à suivre et à découvrir. Mais la plus grosse perf pour moi, c'est bel et bien Jeremy Strong qui est impeccable et qu'on déteste autant qu'on aime, tout comme Donald Trump d'ailleurs, se révélant vers la fin touchant et étant ultra charismatique. On assiste à une vraie critique des États-Unis, un brûlot politique vintage et l'imagerie presque documentaire, et la BO est assez marquante avec une intrigue très bien rythmée et très bien menée qui décrit l'ascension d'un des plus gros monstres du monde actuel, avec des scènes des fois d'une dureté absolue. Dommage qu'il ait été un peu boycott car c'est un des meilleurs films à découvrir d'urgence. Ensuite, on attaque avec le meilleur film d'animation de l'année, Le Robot Sauvage de Chris Sanders, qui me fait encore me poser des questions sur la stratégie de DreamWorks, qui sera à la fois des films oubliables et juste après un chef-d'œuvre ultime. Et c'est ce qu'est Le Robot Sauvage, un vrai chef-d'œuvre d'animation sur lequel vous devez vous jeter à tout prix. Si on parle juste esthétique, l'animation est magnifique, alliant 2D et 3D avec brio dans un style qui nous rappelle un certain Spider-Verse. Mais s'il n'y avait que l'esthétisme, eh bien ils n'auraient pas cette place. The Wild Robot, c'est un film magnifique et puissant, notamment dans ses thèmes de la nature contre la technologie, qui détourne les clichés et voit une technologie poussée être obligée de s'adapter à une nature bien plus forte. Et ici on traite des rebuts de ceux qui ne rentrent pas dans les codes avec un trio ultra attachant, et de la formation d'une vraie communauté qui trouvera son point culminant dans un final qui use des fusils de Tchekhov avec brio, avec des scènes juste épiques comme celle de la tempête par exemple. C'est un film magnifique, puissant, et à ce train-là, DreamWorks pourrait peut-être damer le pion à Disney et Pixar. On passe ensuite à de la grosse action post-apo avec Furiosa, une saga Mad Max, préquelle à Fury Road, où l'on suit une jeune Furiosa qui va tout faire pour rentrer chez elle alors que les 2 seigneurs de guerre, Immortan Joe et Dementus, se livrent une guerre sans merci. C'est un plantage injuste au box-office, tant la qualité du métrage est indéniable et que de moins bons films présents dans ce classement ont performé. Et le comparer à Fury Road est totalement abscon, car là où le film de 2015 était un road movie actionneur de 2 heures bourré d'action, qui de par ça dépeignait des personnages complexes et hyper intéressants, ici le métrage est un récit mythologique, qui dépeint l'odyssée d'une vraie héroïne. C'est 2h22 de grand spectacle, avec un univers toujours aussi intéressant, et des scènes d'action d'une puissance folle, un casting ultra talentueux, et un rythme très bien géré, et big up à Anya Taylor-Joy, qui si elle est moins bonne que Charlize Theron, est vraiment magnétique, et aussi à Chris Hemsworth qui est ultra jouissif à l'écran, donnant une perf excellente. Et aussi à la jeune actrice qui joue Furiosa, dont je ne me rappelle plus le nom. L'univers est ultra étendu, avec des décors auxquels on croit, et une photo magnifique, même si un peu plus numérique que Fury Road, ce qui est le seul entre guillemets défaut que je lui impute, tant les blockbusters de cette qualité sont rares dans nos salles. Et on tourne ensuite nos yeux vers la SF avec Dune partie 2 de Denis Villeneuve qui voit Paul Atreides s'allier aux Fremen pour défaire les Harkonnen. Dune 2 c'est meilleur que le 1, qui n'était là que pour installer un univers, et là le 2 en profite totalement, mettant en scène une véritable guerre entre 2 armées, mais également une véritable guerre religieuse. Et si on interroge vraiment la figure messianique que représente Paul Atreides, incarné par un Timothée Chalamet qui prend en épaisseur et est ultra charismatique. Mais le reste du cast est également excellent, sans une fausse note, et les nouveaux comme Butler, Seydoux, Pugh et Walken sont très bien interprétés. Même s'il n'y avait que ça,
Dune 2 ne serait pas sûr dans le classement, et un point fort c'est bien sa mise en scène. Le film est juste épique, offrant des plans et des scènes qui ont marqué ma rétine au fer rouge, et la photo est juste magnifique, les combats très bien chorégraphiés, et l'intrigue est très bien rythmée, entrant plus dans le vif du sujet que dans le précédent. La romance entre Chani et Paul est assez belle, et l'antagoniste joué par Austin Butler est juste excellent et terrifiant. C'est un des meilleurs films de l'année et de son réal, dont j'attends vraiment la suite qu'on va attendre un moment. Ensuite, on a un des plus beaux films de l'année avec Sans jamais nous connaître d'Andrew Hay, à la fois drame romantique et véritable film de fantôme, qui est un des plus beaux films que j'ai eu cette année. C'est une véritable perle sur le deuil, sur l'amour, les fantômes du passé, les souvenirs, l'homosexualité et j'en passe, porté par un superbe casting avec un quatuor juste excellent, allant d'Andrew Scott à Paul Mescal en passant par Jamie Bell et Claire Foy. Ils sont tous hyper touchants, hyper justes et qui nous font beaucoup pleurer. La photo est magnifique et le film contient les scènes d'amour parmi les plus belles que j'ai jamais vues, les plus délicates. La photo est juste sublime, c'est bien mené en termes de rythme. Et voilà, je peux rien vous dire de plus, à part que c'est magnifique. Et que vous devez le rattraper si vous ne l'avez pas vu. Et ensuite, on retrouve la Palme d'Or à Nora de Chet Baker, qui suit une travailleuse du sexe qui s'entiche du fils d'un oligarque russe et vit avec lui une vraie idylle jusqu'à ce que le père du garçon l'apprenne et qui lui demande de rapatrier le garçon à la maison. Et c'est juste une réussite et une Palme d'Or amplement méritée, portée par une actrice principale, Mickey Madison, qui si elle n'est pas nominée à l'Oscar de la meilleure actrice, je comprends plus rien. C'est un film à la photo magnifique, hyper rythmé, qui surprend son spectateur en changeant de braquet à mi-parcours, et qui contient l'une des scènes qui m'a fait le plus rire de l'année, ainsi qu'une des fins qui m'a le plus fait m'enfoncer dans mon siège, sans jamais m'ennuyer en 2 heures de métrage. On a ici une vision ultra bien travaillée des travailleuses du sexe, qui n'est pas celle dont on a l'habitude, et chaque perso est assez attachant. J'ai adoré Anora, c'est une des plus belles découvertes de l'année, à rattraper lors de sa sortie physique. On arrive dans le top 3 dans ce classement avec le film d'action de l'année, City of Darkness de Tsai Cheong, réalisateur de Limbo, que j'ai adoré, qui est porté par des acteurs excellents, et est bien plus que ce qui nous est présenté au départ. On est sur un vrai film de gangster, mais en même temps un film social, un film qui va chercher des éléments quasi fantastiques. Ici on a un décor qui est sublime, qui est, s'il ressemble à une décharge à ciel ouvert, mais cache en réalité une vraie micro-société qu'on a plaisir à découvrir, dont on a plaisir à découvrir les membres, qui sont très bien caractérisés, très attachants. J'ai adoré les protagonistes, ultra charismatiques, avec un vrai background, une personnalité marquée, une sympathie qui renforce notre attachement à eux. Et ici Tsai Cheong livre un film d'action mené à 100 à l'heure, avec des scènes de combat chorégraphiées à la perfection, qui envoient du lourd, surpassant la plupart des films sortant chaque année, et usant du décor comme je l'ai dit précédemment. C'est un vrai coup de cœur que je vous demande de voir juste pour peut-être ressentir le choc qu'il m'a procuré. En seconde position, je mets Godzilla Minus One de Takashi Yamazaki, sorti en début de fin d'année et sortie exceptionnelle en dispo en physique depuis décembre. Oubliez les longs métrages Warner car celui les éclate tous. Le Japon remet à grand-peine de la Seconde Guerre mondiale qu'un péril gigantesque émerge au large de Tokyo. Un kamikaze déserteur traumatisé par sa première confrontation avec Godzilla. Voilà l'occasion de racheter sa conduite. Je n'ai jamais vu une telle vision de Godzilla sur un écran. Ici le monstre est le symbole de la peur du Japon, après les bombardements nucléaires d'Hiroshima et Nagasaki, et il est aussi impressionnant que terrifiant au fond des scènes d'une puissance folle, et qui m'ont fait vibrer sur mon siège. Mais ici les protagonistes, surtout le principal, sont très attachants, et font que le film va exploiter plusieurs thèmes comme la lâcheté, le pardon, la peur, les erreurs, la reconstruction, et protéger ce que l'on aime. Et si je critiquais la fin à l'époque, et que j'ai encore des problèmes avec celle-ci, je trouve qu'elle coïncide thématiquement avec eux. Et je voudrais souligner que le film a coûté 15 millions de dollars et a plus de gueule que des films qui ont coûté 200 millions et qui sont 100 fois plus moches. Je voudrais qu'on m'explique le problème. Avant la première place, quelques mentions honorables avec Of Life Bleeding, Rebel Ridge, Alien Romulus, Transformers, Sans un bruit jour 1, Gladiator 2, Here et Late Night with the Devil, qui sont d'excellents films, mais au bout d'un moment, je n'avais plus à cette place. Et en première position, je mets le film Twisters, film catastrophe de Lee Isaac Chung avec Glenn Powell et Daisy Edgar Jones, raconte l'histoire de Kate Carter, marquée par un accident lors d'une violente tornade. Désormais, cette ancienne chasseuse préfère les étudier à New York, mais elle va cependant reprendre du service quand son ami lui propose un nouvel appareil pour les détecter, et elle va croiser la route d'un chasseur vidéaste, Tyler Owens, célèbre sur les réseaux sociaux, avec qui elle va combattre les tornades. Et c'est la plus grosse surprise de l'année. Je n'ai toujours pas vu le film Twister, et j'avoue que je suis allé voir ce film en n'ayant aucune attente. Et quelle ne fut pas ma surprise quand j'en suis ressorti avec des étoiles plein les yeux, à me dire que c'était le meilleur truc que j'avais vu cette année.
Alors je vous rassure, il y a des films dans ce top qui sont bien meilleurs, mais le meilleur film n'est pas le plus beau, le meilleur narrativement, etc. C'est celui qui te touche le plus, qui provoque un truc en toi qu'aucun autre film n'a provoqué. Et c'est ce que m'a fait Twisters. C'est un film tout simplement beau qui allie à merveille son côté aventure et le côté plus émotionnel de ses protagonistes, en mettant par-dessus ça de véritables thématiques sur le deuil, le pardon, les regrets, l'amour et j'en passe. Daisy Edgar Jones et Glenn Powell forment un sublime duo à l'écran. Je les ai adorés, ils ont un vrai charisme, une vraie présence et une alchimie qui se ressent. C'est un film ultra rythmé mais qui prend le temps de se poser si nécessaire pour aller chercher l'émotion plus en profondeur, détournant les clichés et offrant des scènes de tornade à la fois épiques, à la fois terrifiantes, où l'on se demande si nos protagonistes vont s'en sortir. Et je trouve un petit côté Spielberg dans le métrage, ce qui me plaît d'autant plus que le cinéaste est mon préféré. Enfin voilà, Twisters, c'est un film qui m'a ébloui, qui m'a touché en plein cœur, dont j'ai adoré l'intrigue, les personnages, la photo, les effets spéciaux, bref. C'est peut-être pas le meilleur film de 2024, qualitativement parlant, mais c'est celui que j'ai préféré. Voilà, c'est la fin de ce top film, merci de l'avoir visionné, on se retrouve pour les films et séries 2025.